Sud Radio, le débat de la semaine. Le débat de la semaine, le débat de l'année, le débat de la rentrée à J-1, un peu moins de 24 heures, la rentrée des classes demain. Faut-il réinventer la formation des profs? Le terme réinventer, un brin poétique d'ailleurs qui a été sorti, un brin grandiloquent par le président de la République lui-même, qui veut revenir, je le cite, aux bonnes vieilles écoles normales qui formaient les profs dans le bon vieux temps, j'imagine. On va en parler avec nos deux invités, avec vous tous au 0826 300 300. Faut-il changer l'école et de quelle manière? Vous nous appelez, que vous soyez prof, parents d'élèves, grands-parents d'élèves ou même élèves. Tout le monde a la parole sur Sud Radio. Je vous présente nos deux invités. Philippe Ouattrelot, bonjour à vous. Bonjour. Bonne rentrée également, bien que vous soyez ancien enseignant. Vous aviez publié ce livre, Je suis un pédagogiste. C'était publié aux éditions ESF Sciences Humaines en 2021. C'est quoi en un mot, un pédagogiste, au sens où vous l'entendez ? Alors déjà, au sens où moi je l'entends, c'est quelqu'un qui parle de pédagogie et qui agit justement pour la réussite de tous les élèves. Okay. Et sinon, c'est un épouvantail. Vous l'avez vu, le président de la République l'a réutilisé encore. Justement, pourquoi êtes-vous un épouvantail? Vous nous le direz. On va en parler aussi avec notre autre invité qu'on est ravi d'accueillir également, Ève Wagerland. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes toujours prof, on est d'accord? Oui. Enseignante de français au collège et lycée en région parisienne. Vous êtes l'autrice d'un essai. Un prof ne devrait pas dire ça. Choses vues et entendues. Choses vues et choses tues, pardonnez-moi, dans l'éducation nationale. C'est publié chez L'Artilleur, publié cette année. Qu'est-ce que vous devriez pas dire? Alors, il y a un ensemble de constats qui sont faits actuellement de plus en plus clairement, c'est vrai, par l'ensemble de la société sur l'éducation nationale, mais dans le métier enseignant, notamment en conseil de classe, il y a des choses qu'on ne dit pas. Du genre, les problèmes avec les élèves sont très souvent tus, par exemple, au profit de formules assez lénifiantes du type « la classe est très sympathique, très dynamique ». Ça, dans le livre, j'explique que très souvent, ça veut dire que c'est le bazar, c'est compliqué. C'est le pas de vague. Le fameux pas de vague dont on a entendu. Du milieu enseignant. Voilà. Exactement, le fameux pas de vague dont on a souvent entendu parler. Vous tous qui nous écoutez, vous prenez la parole 0826 300 300. Vous êtes prof, quel que soit le niveau dans lequel vous êtes prof, on veut vous entendre. Tiens, Hakim est avec nous. Bonjour Hakim. Oui, bonjour. Vous êtes à Villeneuve-sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne. Vous êtes prof de quoi? D'anglais. Lycée professionnel. En lycée pro. Vous entendez Emmanuel Macron qui dit, je le cite, il faut réinventer la formation des profs. Qu'est-ce qu'il faut réinventer dans votre formation? Alors, j'ai entendu ça effectivement, j'ai même lu qu'il était très inquiet parce que les études, il trouvait que les études étaient décorrélées, pardon. Décorrélées, ouais. Oui, j'espère que je sais pas fait une faute de prononciation du niveau qu'on enseigne. Bon, alors moi je voudrais dire une chose, je voudrais revenir à des fondamentaux. Il est question ici de vieille école. Moi, je pense que c'est très important l'exigence de la discipline, de la maîtrise de la discipline. Donc, si vous faites des formations d'enseignants juste après le bac, au sortir du baccalauréat, d'accord, en disant bon, on va baliser votre route, on va ce que veut Emmanuel Macron. Voilà ce qu'il veut. Moi, je crains, c'est une crainte, je crains que ça prenne du temps sur les études fondamentale de la discipline, parce que tout le monde se souvient, moi j'ai eu un doc d'anglais, une licence d'anglais, c'est énormément de travail. Alors quand j'entends ça, que les études sont décorrélées du niveau des élèves, moi ça m'inquiète. C'est pas parce que vous avez peur d'être lancé en classe trop tôt en étant un peu trop tendre, si je vous comprends bien. Non, c'est pas ça, c'est pas la question. Je pense qu'il faut vraiment rester sur des fondamentaux. Je pense que c'est très important que les futurs professeurs maîtrisent leur discipline. Et l'étudient à fond. Mais bien sûr. Ensuite, on n'a pas été jeté comme ça, on n'a pas été jeté dans le grand bain comme ça. On a eu ensuite une année de stage à l'IUFM où on était suivi, il y avait un suivi, on a même eu un suivi personnalisé, on n'a pas été comme ça jeté dans le grand bain. Donc c'est très important. Et c'est pas parce que, alors donc je comprends pas, donc faut plus étudier Shakespeare, ça fait du temps moins, il faut plus étudier Meredith, Dickens, tout ça, faut plus faire de commentaires composés parce que ça sert à rien. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire qu'on va former des professeurs technico-pratiques. En tout cas, on l'aura bien compris. Je suis pas d'accord avec ça. Je suis désolé, votre message sera peut-être passé. un peu vieillot, mais je suis pas d'accord avec ça. Vous avez le droit d'être vieillot, d'être jeunot, d'être tout ce que vous voulez. Tout le monde a la parole sur Sud Radio. Parlons vrai. C'est quand votre entrée en un mot, Hakim, vous?
C'est demain. Alors, on a eu la pré-rentrée vendredi, et puis c'est demain. Mais bon courage, en tout cas. Eh ben, merci. Et bonne rentrée, Hakim. Merci. Prof d'anglais en lycée pro à Villeneuve-sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne. Vous tous qui nous écoutez, 0826 300 300. Tiens, les parents des élèves d'Hakim, par exemple, ou alors les élèves d'Hakim, ils ont aussi la parole. Venez nous en parler. Comment faut-il former les profs? Allez, beaucoup de choses à dire. On va y aller dans l'ordre. Emmanuel Macron qui souhaite que la formation commence dès après le bac. Bonne ou mauvaise idée? Tiens, on va en parler avec vous, Eva Garland. Alors, pour réagir à ce que disait ce monsieur, je suis tout à fait d'accord avec le fait que la maîtrise de la discipline et des savoirs par le professeur, c'est ça, pour moi, le principal. Donc, il faut prendre le temps d'étudier sa matière. Oui, voilà, il faut maîtriser sa matière, c'est ça qui fait un bon professeur. Vous êtes prof de français, vous avez fait quoi avant comme études? Classe prépa, master, ensuite le concours. Donc voilà. Vous avez mis un certain temps, au moins 5 ans, on est d'accord? Oui, voilà. Exactement. Et c'est vrai qu'il y a un discours récurrent qui consiste à insister sur la formation pédagogique des professeurs en disant que c'est l'essentiel, c'est-à-dire le principal, ce ne serait pas de maîtriser sa matière et d'être passionné par le savoir, mais d'être un bon pédagogue, c'est-à-dire de maîtriser tout un tas de méthodes. Voilà. Ce que je me permettrais de désigner par pédagogisme malgré tout, même si voilà, on peut en discuter. Vous allez en débattre tous les deux. Moi, je suis d'accord avec ce monsieur. Le principal, c'est de maîtriser sa discipline. C'est les élèves le sentent et c'est comme ça qu'on leur fait passer les connaissances. Premier point d'accord ou de désaccord avec vous, Philippe Poitrelot? Qu'est-ce qui est le plus important? Savoir comment apprendre ou savoir ce qu'on a à apprendre? Alors, je vais faire une réponse qui est très simple, les deux. Moi, je refuse le binaire dans les débats, quels qu'ils soient, et en particulier dans le domaine de l'éducation. Pourquoi faudrait-il choisir entre, d'une part, la pédagogie et d'autre part, les savoirs disciplinaires? Laisser supposer que les pédagogues seraient pour l'abandon des savoirs, comme certains de vos invités futurs vont peut-être le dire. Pour moi, c'est n'importe quoi. Voilà, j'ai vu des déclarations de livres récents là, qui disent ça. Pour moi, ça n'a pas de sens. Moi, j'étais à la fois prof donc dans un lycée et j'étais également pendant 16 ans prof en temps partagé donc à IUFM, SP et INSP. Je pense avoir un petit avis sur la question donc de la formation. La formation des profs. Je pense qu'il n'y a pas à véritablement choisir l'un ou l'autre. Il faut tenir les deux bouts de la corde et c'est ça qui est important. Et voilà. Qu'est-ce que veut dire Emmanuel Macron quand il dit il faut revenir aux bonnes vieilles écoles normales? Tiens, un peu d'histoire de la formation avec vous. Qu'est-ce que c'était que les bonnes vieilles écoles normales? 1833, Guizot, les premières créations des écoles normales. Et puis ensuite, 1879, évidemment, c'est les lois Ferry et c'est la création des écoles normales avec les fameux hussards noirs de la République. Voilà, les trémolos dans la voix, etc. C'était pas bien à l'époque? Mais c'était très bien pour l'époque. C'était très bien pour l'époque. À cette époque, ils étaient payés pour pouvoir apprendre, justement. Et puis ensuite, on saute, on va très vite. On passe un siècle. Oui, on passe un siècle. 1990, création des IUFM. Et pour la première fois, on va avoir une formation qui réunit à la fois les profs des écoles et les profs des lycées et collèges. Puis après, 2013, les SP et 2019, les INSP. Et dans ce même mouvement, qu'est-ce qu'il y a? Il y a d'une part l'augmentation du niveau de recrutement. On est passé on recrute plus tard. Du bac pour les profs des écoles à ensuite la licence et puis après la maîtrise. Le dernier en date, c'est quoi? C'est 2021, Blanquer, qui nous met le concours à la fois pour les profs des écoles et pour les PLC à la fin du Master 2. Donc plus ça va, plus sur le papier on est exigeant avec le niveau de formation, si je vous suis bien, des enseignants quand ils arrivent dans une classe. Le problème c'est quoi? C'est le tarissement du vivier. On va en parler justement avec vous. La réponse d'abord d'Eva. Oui, je voudrais quand même réagir. Je suis navrée de devoir le dire aussi frontalement, mais personnellement pendant mon année à l'ESP, je n'ai rien appris d'utile en formation. Ce qui m'a été utile, c'était d'être à temps partiel devant des classes avec un tuteur dans la classe qui me conseillait. Ça, c'est utile. Et qu'est-ce que vous avez appris d'inutile? Alors, quand monsieur dit qu'on accuse le pédagogisme de refuser les savoirs et de privilégier les pédagogies. Mais justement, la définition même du pédagogisme, c'est de refuser la transmission verticale du savoir, le cours magistral, ces choses-là. Vous allez en débattre.
au profit d'un enseignement où l'élève doit découvrir le savoir par lui-même. Donc les élèves sont mis en activité, etc. Ils doivent découvrir par eux-mêmes. Excusez-moi, mais ça fait 40 ans que dans les cours de langue, on interdit, les formateurs interdisent aux enseignants de langue de faire apprendre des listes de vocabulaire aux élèves. Parce qu'il faut que ça vienne par imprégnation. Ils n'ont pas le droit, ils n'ont quasiment pas le droit de faire des points de grammaire en français ou de donner des consignes en français. On estime qu'à raison de 2 ou 3 heures de langue par jour, ils vont apprendre comme quand on est dans un pays étranger. C'est ça, les méthodes soi-disant innovantes, en réalité, qui font des ravages depuis les années 70 aux États-Unis et en Europe. Et que vous contestez en tout cas. Et que moi je conteste. Manifestement, vous n'avez pas aimé ces cours-là. Justement, on va en parler de cette expérience. Non, je n'ai pas aimé qu'on essaie de me forcer à enseigner en mettant mes élèves en îlot, comme on dit, c'est-à-dire en groupe. Ils ne sont pas en face de moi, ils vous tournent le dos. On va parler de tous ces exemples avec vous deux, justement. Restez avec nous. On est là pour débattre au 0826 300 300. L'expérience des profs, l'expérience des élèves, c'est important. On fait la rentrée sur Sud Radio et on en débat calmement et frontalement s'il le faut. C'est pas grave. À tout de suite. Sud Radio, le débat de la semaine. Faut-il réinventer, en tout cas tout changer dans la manière dont on forme les profs? C'est la question qu'on se pose, c'est la question que s'est posée Emmanuel Macron. Il y a même répondu, il dit oui. On en parle avec nos deux invités, Ève Wagerland et Philippe Wattrelos. Vous n'étiez pas d'accord il y a un instant lorsque vous entendiez Ève Wagerland nous raconter sa formation de prof de français. Qu'est-ce que vous contestiez? Non, mais je conteste rien, sinon les généralisations d'une part, parce que chacun a sa propre expérience, et puis chacun peut se sentir gêné, oppressé, s'il le veut bien. Moi, j'ai pas vocation à défendre l'ensemble des formateurs. Moi, je l'ai été et en temps partagé, et je pensais que c'était important d'être à la fois prof sur le terrain en même temps que formateur. Moi, mon métier, je l'ai toujours vécu de formateur comme étant celui d'un conseil de quelqu'un qui est capable de dire aux enseignants, parce qu'il a un petit peu de recul et d'expérience, voilà, tu peux choisir telle méthode ou telle autre, les avantages, les inconvénients, ce sont ceux-là, faire découvrir éventuellement d'autres méthodes face à des gens qui devraient être capables de se dire, voilà, moi je peux essayer de tester ça, voilà, mais je n'étais pas, et je pense que c'est quand même une bonne partie des formateurs qui est dans cette logique-là. Je n'étais pas un prescripteur au sens de l'injonction, etc. Vous n'étiez pas autoritaire, si je vous comprends bien. On va revenir sur les 1 ou 2 exemples concrets que nous citait Ève Wagerland. Est-ce que c'est vrai, par exemple, qu'on n'enseigne plus de manière verticale, par exemple en langue, qu'on ne donne plus de liste de vocabulaire? Moi, je ne suis pas prof de langue, j'étais prof de sciences économiques et sociales. Donc là, je ne vais pas me risquer à des affirmations péremptoires là-dessus. L'enseignement en îlot. Moi, les affirmations péremptoires, j'ai toujours du mal avec ça. Si vous ne pouvez pas le vérifier, vous n'y étiez pas, il n'y a aucun problème. L'enseignement en îlot, par exemple, ce que vous appeliez, Ève Wagerland, le fait que les élèves soient plus face aux professeurs. Quel drame. Est-ce que le plus important, c'est d'être face aux profs, ou est-ce que c'est d'apprendre de la manière la plus efficace qui soit? À mon sens, non, mais il y a la réponse de Philippe Wattrelos. Non, mais il y a un fantasme, juste je termine là-dessus, qui est celui, c'est une sorte de caricature, qui est celui du spontanéisme. Et Ève Wagerland, à l'instant, l'a dit assez rapidement, en disant, oui, il faut que l'élève découvre son propre savoir. Il n'y a rien de plus faux. L'enseignant n'est pas forcément le meilleur quand il est en face à face, il l'est peut-être plus quand il est côte à côte, et ça ne veut pas dire qu'il doit tout découvrir. On n'est pas dans cette spontanéité-là. On est simplement dans une démarche où on va donner des outils à l'élève pour construire un savoir de manière active et dans l'interaction aussi avec les autres, et pas seulement dans une relation frontale avec l'enseignant. Ève Wagerland, en tout cas, l'a expérimenté, elle ne l'a pas aimé. On ne va pas y revenir. Je vous propose qu'on avance un petit peu dans le débat. Il y a un autre problème dans l'éducation nationale, c'est le recrutement des profs. Comment en avoir suffisamment? Ça, je crois que l'une et l'autre, vous êtes d'accord sur cette question. Première question, pourquoi on manque de profs? Tiens, Ève Wagerland. Alors, c'est un problème de fond qu'il faut traiter sur le long terme. En fait, le problème, c'est qu'à chaque rentrée, on a un effet de panique avec des recrutements de contractuels en masse, un traitement indigne des personnes qui sont dans ma position, les TZR, c'est-à-dire ce contingent de titulaires sur zone de remplacement. C'est magnifiques acronymes de l'éducation nationale. Il faut savoir qu'on est la veille de la rentrée. Personnellement, je n'ai pas d'affectation. Alors, vous saurez quand je ne sais pas où je travaille demain. Et à côté de ça, il y a des élèves qui n'ont pas de professeur de français. Arrêtons là là-dessus.
c'est un témoignage intéressant. Donc vous avez cours demain à 9h, en gros, mais vous ne savez pas où? Je ne sais pas où, je ne sais pas à quelle heure. Voilà, je suis une mère de famille, j'ai un enfant à faire garder. On va me dire la veille pour le lendemain. Ça peut être loin de chez vous. À quel niveau, de la 6e à la première, ça peut être loin de chez moi. Tout à fait. Donc, comment on explique Alors, c'est la panique, justement, une mauvaise gestion du rectorat. On nous utilise comme des pions à placer dans les trous des services en urgence. Bienvenue alors dans le monde merveilleux de l'éducation nationale. Il faut traiter le problème de fond. Aujourd'hui, pourquoi on n'arrive pas à recruter? Il y a certes un problème de salaire, mais contrairement au discours que je trouve un peu trop dans ce sens-là des syndicats, tout n'est pas un problème de moyens. Il n'y a pas qu'un problème de moyens. Il y a un problème d'un métier qui n'attire plus parce qu'il y a certaines classes où il est devenu impossible d'enseigner, on n'est pas respecté, il n'y a pas de discipline, c'est de plus en plus dur. Le métier est plus dur et de moins en moins payé et c'est de moins en moins valorisé. Voilà. Donc ça, il faut le traiter à long terme, c'est pas en paniquant comme ça à chaque rentrée qu'on va régler sur le constat, vous êtes d'accord en tout cas, Philippe Poitreau? Sur le constat, je partage beaucoup des points qui viennent d'être évoqués. Je rajouterais juste que ce n'est certainement pas en baissant le niveau de recrutement qu'on va parvenir à résoudre une bonne partie des problèmes qui sont évoqués. Là, en gros, je reviens quand même sur la proposition de Emmanuel Macron, reconstituer les bonnes vieilles écoles normales. En fait, derrière, il y a quelque chose qui n'est pas dit, qui est de redissocier les professeurs des écoles des professeurs des lycées et collèges. Clairement, les instituts et les profs. Voilà, les bonnes vieilles écoles normales, c'était pour les professeurs des écoles. Je suis pas persuadé que ça soit la meilleure des solutions, et je suis pas persuadé non plus, puisqu'elle mon interlocutrice parlait d'autorité, que baisser le niveau de recrutement confère plus d'autorité aux enseignants. Si on est plus jeune, on est plus tendre, quoi. Non, mais même par rapport à une élévation générale du niveau d'éducation de la population, dire vos profs ils sont recrutés au niveau du bac, je suis pas persuadé que ça soit un bon signal. En fait, derrière ça, il y a quoi? Il y a l'idée de les payer moins. Il faut pas chercher midi à 14 argument intéressant. Avec Garland. Surtout qu'en plus, il y a une baisse générale du niveau des diplômes. On sait aujourd'hui que le bac a un niveau très bas. En fait, comme il n'y a pas d'exigence et de sélection à aucun niveau, le brevet est donné à tout le monde. Vous entrez en seconde sans avoir le brevet, de toute façon. Ensuite, le baccalauréat, voilà, on sait ce qu'il en est. Donc, recruter à ce niveau-là, c'est inquiétant. C'est recruter à un niveau trop bas. C'est probablement recruter à un niveau trop faible. Et le respect des enseignants va s'écrouler. Parce qu'on va tous être mis dans le même panier par les parents, qui vont voir des profs qui écrivent avec des fautes d'orthographe, qui ne maîtrisent pas les savoirs, et ils vont se dire voilà, les profs sont nuls en fait. Et donc du coup l'autorité en plus va s'en ressentir, le respect par les parents. Ça existe déjà. Le niveau, c'est pas lié à une question de salaire, c'est lié aussi à une question de niveau de recrutement, etc. Oui, sauf que, après le bac, des profs qui font des fautes d'orthographe, il y en a quelques-uns. Alors, on n'est pas là pour généraliser, on est d'accord. C'est un débat périphérique. Mais ce qui me semble important à comprendre, c'est qu'effectivement, il y a un vrai malaise enseignant qui n'est, en effet, je suis bien d'accord, pas seulement associé à la question de la rémunération, même si elle est importante, et il faudrait quand même démonter en une phrase les promesses présidentielles et ministérielles. On n'a jamais eu, et on n'aura pas là, 10% d'augmentation conditionnelle. On est à 5,3% d'augmentation et on arrive péniblement à 7% d'augmentation si on rajoute l'augmentation du point d'indice. Donc ça, il faut sachant que ça n'a pas bougé pendant des années, il faut le rappeler aussi. Voilà, tout le monde est d'accord là-dessus. Donc évacuons-le. J'aimerais qu'on termine là-dessus. Je suis désolé parce que c'est vrai que ça passe très vite. La question de l'autorité, vous l'avez mentionné assez brièvement. Est-ce que c'est vrai que c'est de plus en plus difficile, Philippe Poitreau, d'enseigner dans certaines classes trop dissipées? Moi, je pense que la question de l'autorité, elle doit se comprendre effectivement dans une logique globale, c'est-à-dire qu'il faut être capable de travailler collectivement. Le problème, c'est que souvent les enseignants ont une approche très individuelle, voire individualiste du métier, et la réponse, elle ne peut être que collective. Le pas de vague, ça a existé, ça existe aussi dans un certain nombre d'établissements, et moi j'enseignais dans un établissement qui était pas forcément super facile, mais en tout cas, on avait une réponse qui était une réponse collective. En gros, si un prof se faisait bousculer par la classe, vous le souteniez, quoi. L'autorité, c'est pas quelque chose qui est inné, naturel, etc. C'est quelque chose qui se construit, qui est lié effectivement à la maîtrise d'un certain nombre de savoirs et aussi de techniques pédagogiques. Et bien sûr, ça doit se construire collectivement. Ça vous est arrivé de voir des collègues craquer ou pas ?
Bien sûr, oui, malheureusement. Oui. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là pour les aider à revenir devant leur classe et à reprendre la situation en main? Et bien justement, c'est ça l'importance du collectif. Moi, je milite depuis toujours pour que le métier d'enseignant et la formation soient pensés collectivement. Le collectif, c'est important. Et on crève de l'individualisme dans ce métier. Alors, je suis seulement partiellement d'accord parce que je n'aime pas trop le concept d'équipe éducative. Je pense que c'est très important le rapport personnel du prof à sa classe. Par contre, il faut une hiérarchie qui nous soutienne. Combien de chefs d'établissement en la pré-rentrée ont probablement mis la pression aux enseignants pour qu'ils n'excluent pas les élèves de cours, pour que s'ils veulent mettre une heure de colle, ils doivent les organiser, les surveiller eux-mêmes. C'est quoi l'intérêt qui se passe? Je me fais l'avocat du diable, mais c'est quoi l'intérêt d'un chef d'établissement qui fait pression sur son prof pour pas exclure un élève? Alors, en fait, le but, c'est qu'on fasse la garderie des élèves jusqu'au bout. On n'exclut pas un élève pour s'amuser. On exclut parce qu'il nous empêche de faire cours. Et justement, pourquoi on vous force dans ces cas-là, dans certains cas, à les garder? En fait, les chefs d'établissement eux-mêmes ont une pression sur eux. Ils n'ont pas la possibilité d'exclure définitivement de l'établissement les élèves les pires. Donc ensuite, évidemment, ils se défaussent sur les profs. Ça retombe sur nous. Forcément, nous devons les garder en classe parce que c'est très difficile d'obtenir un conseil de discipline et une exclusion de l'établissement, et il n'y a jamais d'exclusion réelle. Les élèves sont toujours replacés. Donc en fait, même quand on fait quelque chose, ils vont nuire ailleurs. Donc tout ça retombe sur les professeurs qui sont abandonnés. Mais il faut que ces méthodes-là de management des chefs d'établissement, il faut que ça cesse. Il faut au moins qu'il y ait un soutien moral, c'est-à-dire qu'ils nous disent, même si je ne peux pas faire grand-chose pour vous aider, je suis avec vous, je comprends. Et pas comme ça culpabiliser les professeurs qui essaient d'agir. Mais vous serez au moins tombé d'accord sur le mot de la fin, j'espère? Moi, sur la nécessité, de toute façon, de rien lâcher, de tenir les objectifs qui sont ceux d'éduquer tous les élèves. Et de ne pas en perdre. Oui. Mais on sera d'accord. L'école qui exclut, c'est pas forcément une école qui réussit. De toute façon, il faut bien les récupérer, ceux qui sont exclus quelque part. En tout cas, ça, tout le monde est d'accord. Merci à vous. À tous les deux. Bonne rentrée, si j'ose dire. Vous nous direz où vous faites votre rentrée quand même. Et en quelle classe? C'est un peu la pochette surprise. C'est incroyable quand même. Ça, c'est l'éducation nationale. Bon courage, Eve Vaguerland, enseignante en français au collège et au lycée. Mais vous savez pas encore lequel. Vous savez juste que c'est demain et que c'est à 9h. Autrice de l'essai Un prof ne devrait pas dire sa chose vue et entendue. Non, chose vue et chose tue, pardon, dans l'éducation nationale. C'est publié chez L'Artilleur. Merci à vous, Philippe Poitrelot, ancien enseignant, auteur du livre Je suis un pédagogiste, publié chez ESF Sciences Humaines.